Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Le convoi du Premier ministre, chef du gouvernement, TIF, Dr Joseph Diongouté, cible de tir, des bandes armées de la région au niveau de Batazem, à l'entrée de la région du Nord-Ouest. Une quinzaine de jours après avoir séjourné à Boya, dans le sud-ouest, où il est allé présider la deuxième session du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National, le Premier ministre chef du gouvernement a été accueilli dans la région du Nord-Ouest d'une façon particulière. Des groupes armés ont tenu à lui faire savoir qu'il n'était pas le bienvenu. La réaction prompte des forces de défense et de sécurité a permis d'éviter le pire. Le Premier ministre chef du gouvernement a là l'occasion de découvrir le chaudron de la crise dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une réalité, voire une dure réalité, aux antipodes des discours rassurants de certains de ses membres, des membres de son gouvernement. Il parle à l'intérieur comme à l'extérieur du triangle national d'une situation sous contrôle. 2 ans après le Grand Dialogue National, convoqué par le président de la République et présidé par lui-même, le Premier ministre chef du gouvernement, c'est la désolation marquée par une escalade de la violence. Dans un communiqué daté du 20 septembre 2021, le ministère de la Défense reconnaissait la perte d'une quinzaine de soldats et de plusieurs civils, à la suite de 2 attaques à l'aide d'engins explosifs improvisés et d'un lance-roquettes anti-char, les 12 et 16 septembre 2021. Conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, 4 ans déjà que ça dure. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, Cédé Mouffelé sera là pour l'édition du 20h. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Premier ministre dans le nord-ouest et le sud-ouest, la dure réalité du terrain. Pour en parler ce soir, nous avons invité Emmanuel Cugnet. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, et merci de convier le mouvement pour la naissance du Cameroun à cette thématique qui est d'actualité, qui est assez grave. Et j'en profite pour dire bonsoir à mes copanélistes. Je dis bonsoir à nos prisonniers politiques qui sont d'ailleurs en prison parce qu'ils ont demandé à ce que cette guerre s'arrête. Donc ils doivent comprendre là où ils sont que le combat qu'ils ont mené était un bon combat. Aujourd'hui, tout le monde est en train de constater que ils étaient en train de dire des choses suffisamment sérieuses parce que on les a pris chez eux. D'autres sont, tout le monde aujourd'hui sont pratiquement des otages, mais ils sont des otages pour la bonne cause. Et je crois que ceux qui nous gouvernent doivent comprendre que ils ont navigué à contre-courant. Le fait de prendre ces gars et de les mettre en prison par rapport à un sujet comme celui-là était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je leur dis bonsoir, de regarder l'émission et de comprendre que la situation va dans le sens de ce qu'ils ont voulu et que tous les Camerounais sont presque tous en train de dire la même chose qu'eux, à savoir tout faire pour que la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'arrête. Boris Kamaliman, you're welcome. Thank you very much, Mr. Serge, and good evening to my fellow panelists with so much respect. You know, I am really happy to be here this evening to discuss on what happened in Bamenda, which is proof that the problem is persistent in the Northwest region and that the Prime Minister has gone himself and seen in the field that the reports given on the activities in the NOZO are not as correct as we hear over the televisions and the radio. At least he has seen firsthand that the situation is chaotic, and I think it's going to appeal to his conscience to say the truth about it and to have a lasting solution to end this anglophone crisis. Voilà, merci. Jean-Robert Roifo, bonsoir. Le maire. Bonsoir, bienvenue. C'est bien moi. Non, avant toute chose, ce que je vais dire est grave. Je ne vais pas passer sous silence ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Je n'ai pas encore exprimé sur ce plateau par rapport à ça.
C'est-à-dire, vous dites 3 dernières semaines, c'est avec, 3 dernières semaines avec les 15 soldats, avec le renouvellement oui. des structures du RDPC. Vous avez des gens qui ont cassé la résidence du sous-préfet, bourré les yeux. Il y a eu mort d'hommes. Ils ont barré la voie publique. On ne leur a rien fait. La nationale numéro 3. Et on ne leur a rien fait. Pendant ce temps, il y a 124 Camerounais qui sont en prison pour avoir tenté de manifester pacifiquement. Non, je dis, M. Serge Alain, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut les libérer immédiatement. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux Camerounais qu'il y a 2 catégories de Camerounais. Qu'il y a des Camerounais entièrement à part et des Camerounais à part entière. Quand j'ai en mémoire cette dame, c'est Mme Pilon, qui est à la prison de Mfou pour avoir tenté de manifester pacifiquement, quand je me rends compte qu'il y a mon jeune frère, comme Adolphe, à Nouvelle, 3 arbres, qui se retrouve depuis le 22 septembre en prison, je dis il faut arrêter ça. Je dis il faut arrêter ça. Il faut les libérer immédiatement. Comment voulez-vous que nous partions, que nous parlions à notre diaspora quand le peuple vit ce genre d'injustice? Il faut arrêter, il faut stopper. On en a marre. Ok, merci. Voilà. On accueille sur ce plateau Honorable Dolabel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge. Oui. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir. Hein? Ah bon? Oui. Ok, c'est un plaisir partagé. Voilà, justement. Et bonsoir à mes copanélistes. Oui. C'est eux qui m'ont mis en retard. Les hommes, ils ont passé tout leur temps à mettre la crème sur le visage. Alors que j'étais là, il fallait qu'ils me laissent juste passer avant eux. Oui. Mais comme ils voulaient être tout beaux, hein, ils ont pris tout le temps qu'il fallait. Me voici en retard. Mais je pardonne parce que c'est important qu'on soit beau sur un plateau comme le vôtre. Ok, merci. Baristan Kamolimen, you said that report are not as correct as possible. C'est-à-dire, les rapports qui sont envoyés à Yaoundé cachent toujours quelque chose, selon vous. Yes. Là, le Premier ministre a vécu. Peut-être il a vécu les choses, la réalité, comme indique le titre, la dure réalité du terrain. Serge, le Premier ministre va partir de Bamenda avec une autre idée de la crise. You know, I will not say that he's going to leave Bamenda with another vision or another mindset about the crisis, because before he went there, he knows honestly that that is the situation. You see, you know, I want to congratulate his courage, the courage he took to go to Bamenda, and I think he was not expecting such a reaction from the Amber Boys. And you see, Alain, what is extremely important to note is the fact that they reacted the way they did to the Prime Minister. And I think it has come to the broad knowledge of everybody, those who were hesitant to believe that the situation was chaotic, those who were willing to hide the true situation of what is happening. I think all of us who have lived it live today to see that the situation in the Northwest is extremely critical. And then it happens to the Prime Minister, who is the head of government. And I think he has in mind, when I look at the things, the effort he's putting, he has in mind to establish peace in the Northwest and Southwest. But unfortunately, he is not the right person to establish that peace, because it goes beyond his powers. And so, his mission to Bamenda, if it's to take note of the revendications or whatever the implementation of what happened during the National Grand Dialogue, we start by telling him that the Grand Dialogue in itself was a failure, because it did not represent the ethos, the aspirations of the Anglophones. You know, for you to resolve a problem, you need to first of all identify the problems, and then you see those who are able to speak on behalf of the people who have a problem. You know, I keep saying on several occasions that Cardinal Tumi gave us an opportunity to come to a proper understanding of what the problems are. That's the government coming to an understanding, because we Anglophones, we know our problem. You know, and it was out of, I think it was senseless to have stopped the All Anglophone Congress, because, as I said in many occasions, it would have, you know, the Anglophone crisis is divided into two factions.
We have the Anglophone crisis properly said, and we have the Ambazonian crisis. The Anglophone problem, which is felt by some Anglophones, is that they want to return to a federal republic. While the Ambazonians, their decision is secession, to create another republic. You see, Anglophones need to come together and come up with a common resolution. What do we want? And to obtain that, we need to come together and pass through maybe a kind of voting, you see, and the majority can table such aspirations to the government. It would have equally given the opportunity for us to properly select those who can represent the Anglophone interests. Let me tell you, there is no Anglophone minister. There is no Anglophone minister who represents the aspirations of Anglophones. There is none. The Prime Minister is trying, but believe me that there is no Anglophone minister who reflects the ethos and aspirations of Anglophone. And I think to resolve this problem, Serge, I'm a lawyer, and when I say things, I stand for them. Okay. You understand? When I say things, I stand for them. Okay, thank you. So I think it is time that the government accept the real situation and see how it could be resolved. Honorable Dolabel, le Premier ministre, vous l'avez sûrement vu ces images-là qui défilent depuis un certain moment. Vous avez eu peur. Est-ce qu'il y a un message qu'on a voulu transmettre ce soir au Premier ministre? Ce jour, je voulais dire. J'imagine que ceux qui ont perpétré ces actes voulaient effectivement passer un message. Autrement, ils n'auraient pas... Lequel? Le message, certainement, pour amener le Premier ministre et peut-être le gouvernement du Cameroun à prendre ce que eux, ils croient être la bonne mesure, la bonne température de cette crise. Cette crise, j'ai dit que c'est une crise de manque de sincérité. Et nous allons y arriver, parce qu'il faut qu'on y arrive. Il faut que cette guerre s'arrête, et elle ne s'arrêtera que si chacun, chaque groupe, chaque acteur joue la sincérité. Et depuis le début, maître, moi je crois que les gens n'ont pas joué la sincérité. Qui n'a pas joué la sincérité? D'abord les avocats. Les avocats, vous saviez très bien que votre revendication mise en avant n'était pas la vraie revendication. Ce n'était que une des revendications que les anglophones avaient. Mais vous saviez parfaitement que ça couvait quelque chose de bien plus sérieux. Vous nous avez perdu du temps. Heureusement, le gouvernement, oui, le gouvernement est arrivé à vous. Vous avez donc recensé un chapelet d'attentes que vous aviez, et le gouvernement a fait l'effort de répondre à ces attentes. Les enseignants, pareil, ils savaient que le problème était ailleurs. Parce que si ce problème-là n'était pas sérieux, ils ne donneraient pas les milliers de morts que nous avons. Et le problème des avocats ne pouvait pas aboutir à des milliers de morts. Non. Parce que le débat républicain, même quand on a l'impression qu'il coince, il faut le pousser. Il faut l'amener à exister, parce que c'est le seul moyen pour nous de bâtir ensemble. Mais ça ne justifie pas qu'on prenne une arme et qu'on tire sur son frère. Qui d'autre n'a pas été sincère? Les partis d'opposition. Quand ça a commencé à s'aggraver, la première chose, à mon avis, la sincérité qu'on devait tous savoir, c'est de dire à nos frères en colère que ce n'est pas la meilleure manière. Mais par contre, sur tous les plateaux de télé, qu'est-ce que faisaient les politiques? Les politiques, surtout les partis d'opposition, justifiaient cette lutte armée en disant qu'ils la comprennent parfaitement, parce que en réalité, ceux qui ont pris des armes ont de bonnes raisons d'avoir pris des armes. Autrement dit, qu'ils sont d'accord avec la guerre. Qui n'a pas été sincère? Les organisations de la société civile. Parce que ces organisations ont été jusqu'à dire qu'on organisait le génocide
des anglophones. Moi, j'ai entendu ce mot. Il a failli me rendre folle. Parce que je voyais comment, quand nos frères anglophones étaient en difficulté dans leur territoire, dans leur zone géographique, ils venaient se réfugier chez les francophones. Donc, s'il y avait un génocide, c'était le seul endroit où on ne pouvait pas trouver un refuge. Puisque un génocide, c'est quoi? C'est l'organisation planifiée de la disparition d'une race, d'une ethnie, etc. Donc, on ne peut pas être en danger de mort et aller se réfugier chez son bourreau. C'est pas possible. Or, ça, les associations de la société civile ont tenu ce langage. Ils l'ont même porté en dehors de notre pays, dans des instances qui étaient censées condamner le Cameroun. Aujourd'hui, nous savons tous que c'était du pipeau, que ce n'était pas vrai. Il n'y a pas de génocide. Qu'est-ce qui d'autre n'a pas été honnête? Les anglophones. Les anglophones n'ont pas été honnêtes. Pourquoi? Pas honnêtes, c'est un mauvais mot. Sincères. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas comme... C'est comme s'ils n'ont pas eu le courage de dire exactement ce qu'ils veulent et pourquoi ils sont en colère. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas vraiment le problème. Attendez, excusez-moi. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas. Excusez-moi. J'ai pris le temps pour vous écouter, mais franchement, je ne suis pas assez maîtrisé. Est-ce que vous pouvez permettre que je termine, maître? Il faut parler de ce qui est réel. Mais je parle de ce qui est réel. C'est pas réel. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand on entendait parler les parlementaires, c'est-à-dire députés, sénateurs, quand on entendait parler ce qu'on pouvait considérer comme l'élite, ou alors une certaine élite, je pense que c'est ça qui vous plairait si je dis une certaine élite, la gravité du problème ne transparaissait pas dans leurs attitudes, tout au moins dans leurs attitudes verbales. Donc du coup, ça a entretenu une espèce d'ambiguïté qui faisait que donc finalement, il y a des gens pour et des gens contre. Alors que, à l'analyse, on se rend compte que s'il y a un point de vue qui est partagé, il est partagé par les 80% des anglophones. Ok. Maintenant, vous me suivez alors? Un problème réel, donc. Voilà. Okay. Donc, le problème est réel, mais je pense que nous avons tous perdu beaucoup de temps en essayant de ne pas l'opposer. L'État du Cameroun était sincère aussi. Je voulais savoir. Voilà, pour moi, les deux personnes qui ont été sincères dans cette histoire. Oui, c'est l'État du Cameroun. Non. C'est le président Paul Biya et le cardinal Toumé. Pour moi, c'est les deux personnes qui ont été sincères. Merci. Le président Paul Biya, pourquoi? Parce que, à son niveau, avec les éléments qu'il avait, il a estimé que le grand... il fallait déclarer la guerre. Le grand dialogue était une opportunité. Après avoir déclaré la guerre. C'était une opportunité pour aborder un certain nombre de problèmes qui nous sont communs. Et le cardinal Toumi, lui, il a pensé qu'il y a une étape, un maillon de la chaîne qui est important, qui est l'expression des anglophones pour que, j'allais dire, de tous bords, les anglophones de tous bords, des extrémistes jusqu'aux modérés, jusqu'aux mêmes membres du gouvernement, qu'ils s'assoient et qu'ensemble, qu'ils formulent de manière compréhensible et entendable et partagée ce qu'ils voulaient. Merci. Emmanuel Kounié, d'abord, vous avez dit que c'est grave. Oui, l'actualité d'aujourd'hui est grave. En quoi? C'est même gravissime. J'ai suivi avec beaucoup de peine le raisonnement ou bien le déroulé de l'honorable Marlis Bell, parce que nous sommes sur un plateau, le Cameroun c'est notre pays. Nous n'avons pas un autre pays. Et quand un problème est comme celui-ci, nous devons être honnêtes. Nous devons dire la vérité. Parce que si nous faisons la politique d'Autriche, nous allons perdre du temps, comme ceux qui nous gouvernent ont perdu du temps. Quand l'honorable Ouiba vient à l'Assemblée, il parle. Je crois qu'il le dit gravement. Il le dit clairement et vertement. C'est-à-dire que tout le monde suit ce qu'il dit. Mais la réaction d'en face, c'est qu'on menace de l'arrêter. Voilà des gens, c'est qu'on menace de l'arrêter. Et lui, il dit qu'avant d'arriver à l'Assemblée, il a posé le problème à certains membres du gouvernement. D'autres le ont dit que non, écoutez, c'est vous qui avez choisi de venir vers nous. Vous avez voté, vous avez choisi, vous n'avez plus rien à dire. Comme ils nous disent, quand ils gagnent les élections, on n'a plus rien à leur dire, il faut attendre la fin du mandat. Donc s'ils brûlent le Cameroun, s'ils tuent des gens, s'ils jettent les gens en prison, on n'a rien à dire. Et c'est ça justement le raisonnement de ces gens. Je ne sais même pas dans quelle école ils étaient. Je crois que ce sont des gens qui sont complètement,
qui sont complètement cadrés pour regarder à travers un prisme qu'ils comprennent seuls. Alors, d'autres lui disent, c'est comme si on avait mis 2 morceaux de sucre dans un verre d'eau. Donc, on ne peut plus rien faire. Voilà des gens que Malice Bell, nous disent qu'ils sont. Ces gens sont arrogants. Ils disent des mensonges. D'ailleurs, je vais vous dire, à la date d'aujourd'hui, ils sont pleins ici, les anglophones. Moi, je fais des petites choses parfois avec les anglophones. Et quand je leur pose la question, ils me disent, chaque fois qu'un anglophone est face à un francophone, parce qu'à ce niveau, il sait qu'il est en face d'un menteur. Oui. Donc tout ce que le francophone dit, lui, a priori, il prend avec des pincettes. Parce qu'un francophone ne dit jamais la vérité. Ce n'est pas tous les francophones. Ça dit que c'est le préjugé qu'ils ont à la date d'aujourd'hui. Ça devient très compliqué. Ça dit que là où ces gens nous sont amenés est très compliqué. Donc nous devons éviter, n'est-ce pas, de faire la politique d'autruche dans cette affaire. Parce que, quand on nous dit que le président Paul Biya était honnête, comment peut-il avoir été honnête? Nous avons 124 gars qui sont en prison. Et dans leurs revendications, ils demandent qu'on mette fin à la crise anglophone. Quand quelqu'un te dit, mettons fin à la crise anglophone, et il commence à marcher, c'est-à-dire qu'il commence à vouloir même se sacrifier, la réaction première, moi j'étais à l'école quand Idjo était au pouvoir, chaque fois qu'il y avait un mouvement, il demandait à ceux qui font le mouvement, choisissez vos leaders qui viennent me voir. Ils cherchent à comprendre pourquoi vous allez à ce niveau. Mais la réaction de ces gens qui sont des barbares au pouvoir, c'est de ramasser les gens, aller les jeter en prison. Et les gens font 1 an en prison. Eux-mêmes font pire que ça. Ça ne leur dit rien. Ils pensent que tout est normal. Mais madame, retenez que si vous ne devenez pas des hommes normaux, il faut que les Camerounais tous comprennent qu'ils vont se lever comme un seul homme pour vous dégager, parce que sinon vous allez mettre ce pays en l'air. Le Cameroun est sur le point d'être charcuté, fracturé, fragmenté par vous, et vous aurez la responsabilité de cette affaire. Parce que les anglophones, nous avons vécu avec les anglophones, ils ont tout toléré. Quand en 72, M. Idjo est venu tout seul violer la constitution de 61, ils ont toléré. Ils ont dit, c'est comme notre pays, allons dans l'état unitaire, peut-être qu'il a une autre idée. Quand M. Biya en 84 a dit, c'est la République du Cameroun, ils ont tout toléré. Quand en 92, Froundi a gagné les élections, l'idée, ce qui a circulé dans la rumeur qui a circulé, c'est qu'un anglophone ne peut pas être président au Cameroun. Ça veut dire qu'ils sont en esclavage ici. Mais écoutez, vous ne gérez pas des objets ou des meubles, vous gérez des hommes. Des hommes comme vous. Et puis vous ne pouvez pas dire aux anglophones, bon, j'entends les gens dire, oui, on va leur donner, ils n'ont plus besoin de rien. Ils n'ont plus besoin de rien. Ce que vous devez savoir, c'est que s'ils ont besoin de quelque chose, c'est qu'ils ont besoin d'avoir le pouvoir et vous donner aussi ce que vous leur donnez. Vous ne pouvez pas faire croire aux gens que depuis 60 ans, parce que cette crise, c'est aussi la crise de longévité au pouvoir. Les 40 ans de M. Biya sont à l'origine de cette affaire à 60%. Pour la simple raison que tous ceux qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir ont amené la guerre dans leur pays. Que ce soit en Libye, que ce soit tous ceux qui ont créé la longévité, il faut comprendre que personne, il n'existe aucun être humain au monde qui pense qu'un travail il peut le faire seul. Quand on nous dit que M. Biya est le seul qui peut gouverner le Cameroun, j'ai dit non. Donc, commencez à comprendre que vous êtes des hommes comme les autres, que vous êtes un homme comme moi, et que quand je suis dans l'opposition, vous aussi vous serez dans l'opposition demain. Et puis, c'est inadmissible. Comment nos enfants peuvent être en prison pendant 12 mois pour rien? Et puis ces gens regardent. Et vous croyez que la crise anglophone, si vous allez maintenant travailler pour la fin de la crise anglophone, vous nous associez? Vous l'avez m'associé, moi, quand vous avez pris mes enfants, vous avez tordu le cou, vous avez jeté en prison. Quand vous êtes, je suis allé à Yaoundé, je suis allé au tribunal, j'ai vu le professeur Foguet menotté au tribunal. Mais vous le menottez pourquoi? Mais on vit avec des sauvages. Vous le menottez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez chez quelqu'un, vous le prenez devant femme et enfant, comme vous dites ça, vous l'amenez, vous le menottez pendant des mois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est où là? C'est quelle république? Et vous pensez que des gens qui sont des hommes civilisés, des gentlemen, peuvent faire ménage avec vous dans une affaire pareille? Commencez par comprendre que ce que vous avez fait, les gens ont supporté aujourd'hui, personne n'en veut plus. La crise, cette crise est aussi la crise de longévité. Et si rien n'est fait, parce qu'il y a des sécessionnistes par adhésion, c'est-à-dire des gens qui étaient des fédéralistes, mais qui, à force de voir que cette affaire dure infiniment, rallient la cause des sécessionnistes. Ok. Donc vous risquez de les mettre tous dans cette cause-là, et après vous, on aura des difficultés, parce qu'à un moment donné, même le fédéralisme sera insuffisant. Donc mettez fin à cette affaire, et comme a dit le maire Wafo, si vous voulez résoudre cette crise-là, le premier acte à poser, c'est que demain matin, vous sortez nos gars de prison. Ils n'ont rien à faire là-bas. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'avez pas envie de résoudre la crise anglophone. Démontrez que vous êtes déjà des hommes normaux, parce que je crois que ceux qui nous gouvernent ne sont pas bien structurés dans la tête. Merci Emmanuel Kounié. Monsieur le maire Jean-Robert Wafo, c'est la deuxième fois que le Premier ministre, chef du gouvernement, arrive au Nord-Ouest. La première fois, c'était relativement bien passé. Qu'est-ce qui peut comprendre cette montée-là pour sa deuxième montée de la violence, à l'acte qui a été posé aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique cela? La première fois quand le Premier ministre est arrivé au Nord-Ouest,
il a rencontré une délégation du chairman, du SDF, conduite par le chairman Nidjon Fundi. Et il a dit, au sortir de cette rencontre, qu'il était porteur, n'est-ce pas, d'un message du président de la République qui annonçait la future prochaine, qui annonçait prochainement la tenue d'un dialogue national qui devait porter sur tout, sauf sur la sécession. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Ça veut dire que le débat sur le fédéralisme devait être mis sur la table. 48 heures après, on a vu tout un ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, aller dans une chaîne étrangère, tacler le Premier ministre en disant que le débat ne portera pas sur le fédéralisme. Même ceux qui avaient espoir, parce que M. Kounia a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs catégories de sécessionnistes. Il y a les sécessionnistes idéologiques, qui même depuis 1961 n'ont jamais été d'accord que le Southern Cameroun se rattache à la République du Cameroun pour former un seul territoire dénommé République fédérale du Cameroun. Ça, c'est sécessionnisme idéologique. Quand il y a les sécessionnistes, donc il y a des anglophones qui sont devenus des sécessionnistes, comment je peux dire, par défaut. C'est-à-dire ceux qui voulaient le fédéralisme, le ministre Atangandji les a renvoyés dans la sécession. A renvoyé cette catégorie-là dans la sécession. Parce qu'ils se sont dit, mais écoutez, si c'est tout un ministre de l'administration territoriale qui vient dire, qui vient tacler, contredire le Premier ministre, chef du gouvernement, disant que le débat ne portera pas sur le fédéralisme, alors qu'ils avaient déjà espoir, ça veut dire qu'il n'y a plus espoir. Il y a une troisième catégorie donc, de sécessionnistes, les sécessionnistes de circonstance. Nous sommes en plein réseaux sociaux. Quand ils voient comment les maisons sont incendiées, les gens sont tués, leurs proches, n'est-ce pas, ils ne savent même plus où ils se trouvent. Quand ils entendent, quand ils se rendent compte que, n'est-ce pas, il y a du côté, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité, plus de 1300 morts, du côté, n'est-ce pas, des populations civiles, il y a plus de 3000 morts, il y a plus de 800 000 déplacés internes, mais ils se disent, mais bon Dieu, bon, autant mieux aller vers la sécession. Dans cette affaire. Donc, vous voyez, cette attitude de déni de la crise anglophone a pu, d'un seul coup, et en même temps, rassembler toutes ces trois catégories. Je vais vous dire, l'attaque du convoi du Premier ministre, heureusement qu'il n'y a pas eu de mort, fort heureusement, nous rappelle, donc vient nous rappeler la nécessité absolue d'une solution de sortie de crise. Parce que les sécessionnistes, ils aiment frapper des coups. Je vous pose la même question. Monsieur le maire, je vous pose la même question. J'ai posé à Barista. Est-ce que le Premier ministre, lorsqu'il va rejoindre Yaoundé, l'immeuble Étoile, aura une autre perception de cette crise, après ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais bien sûr, quand je vous dis, c'est parce que vous m'avez coupé. Ce que les sécessionnistes ont fait ce soir, qui est inadmissible, ça, il faut que je le dise. C'est inadmissible d'attaquer le convoi d'un Premier ministre qui est connu comme quelqu'un de pondéré, voilà, de mesuré, de tolérant, d'humble, qui venait effectivement pour rencontrer les populations, les forces vives, pour les écouter. Quand ils attaquent ce convoi, ils montrent qu'ils sont prêts à mettre, qu'ils sont capables de mettre en déroute nos services de renseignement. Oui. Comment peut-on justifier que tout un Premier ministre, alors qu'on sait bien qu'il va à Bamenda, comment se fait-il qu'il arrive pratiquement à Bamenda et les coups de feu retentissent? Ça veut dire quoi? Mais où sont passés les drones, les satellites? Ça montre la légèreté de notre système de sécurité. Parce que voilà ce qu'ils ont voulu faire passer. Et maintenant, je me pose donc la question. Qui a intérêt à ce que ça se passe ainsi? Qui a intérêt? Le Premier ministre était dans le sud-ouest. C'est vrai. Durant son séjour, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu ça.
C'est vrai qu'après, bon, il y a eu quelques titres de part et d'autre. Mais au nord-ouest, à Bamenda, à peine il arrive, il n'est pas encore entré. Voilà, il est à la frontière. Hein, il n'est pas encore entré. À l'entrée de la région du nord-ouest. Les balles crépitent. Mais qui a intérêt que ce soit ainsi? Ceux qui ont intérêt que ce soit ainsi, il y a d'abord des séparatistes qui ont marqué un coup. La preuve, c'est qu'on en parle là. Et on va en parler durant toute cette semaine et même des semaines. Et la deuxième catégorie de ceux qui ont intérêt, ce sont ceux qui ont souhaité, je ne veux pas dire planifier parce qu'il faudra que les enquêtes nous renseignent là-dessus, il ne faut pas encore avoir de conclusions hâtives. Ceux qui n'ont pas voulu, ou alors comme on dit au quartier, qui ont freiné des cartes faites, qui ont serré leurs fesses, comme on dit, pour que la tournée du Premier ministre dans le Nord-Ouest ne soit pas, dans des années qui ne se passe pas sans heurte. Oui, il faudrait également regarder de ce côté. Parce qu'il est venu, il a annoncé qu'il était porteur, n'est-ce pas, qu'il venait écouter les gens. Faire le bilan du statut spécial auquel moi je ne crois pas, mais ça c'est le choix du gouvernement. Et essayer de voir comment le processus de reconstruction est en train de se faire. Je ne crois pas également parce que je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas reconstruire dans la guerre, on ne peut pas reconstruire sans la paix. Donc, j'espère que les enquêtes, n'est-ce pas, détermineront ce qui se cache derrière ces crépitements de balles d'aujourd'hui. Ok. Barrister. Serge, you know, it's by my training as a lawyer that we don't agitate so often. We allow the other party to talk. Yes. You know, I want to draw the attention of Honorable to something. She does not know who is a lawyer. From the statement you made there, I know you don't know who is a lawyer. Let me draw your attention who is a lawyer. A lawyer is a person charged to guarantee the law in a society. Without a lawyer, the society is a jungle. And do you know how they call lawyers in common law jurisdictions? My Lord. That's how they call us, meaning we are their gods. You understand? And so, the lawyer plays a very important role in a society that you cannot stand and say that the lawyers were not sincere. Lawyers are not dishonest people. Now, let me draw your attention. You know for sure that the president said in an interview that they have tried to assimilate the Anglophones, but they failed. Is that not political genocide? Why do you think genocide is only by coming to kill people? When you want to extinct the culture of a people, when you want to extinct the judicial of a people, that's what happens. Look, lawyers, we are common law lawyers. We are from the common law jurisdiction, which is different from civil law. In the common law, we become magistrate. Il n'y a pas de magistrats aux zones common law. C'est des avocats qui sont des magistrats. Donc, j'étais obligé de vous dire parce qu'il fallait que vous sachiez quel rôle avocat joue. Maintenant, qu'est-ce que les avocats ont fait? We discovered that in the assimilation process, government started sending magistrates and they were already tampering with our judicial system. Let me tell you something. Magistrates in the common law jurisdiction are very humble people. Very humble people. Magistrates in the civil law jurisdiction where I practice are very arrogant. Majority are very arrogant people. There are some few which are humble, but majority, they always believe that they are above lawyers, which is an error. Now, the lawyers who are the guarantor of the law, guarantors of the rule of law, we discovered that they were eradicating the common law practice. They were trying to francophonize the Anglophone system. And we got up and said, no, this must stop because it's not what we want. What did you do? You send people to be lawyers. People who are considered as my lords. You people sent military. They got them beaten. They got them locked up. Agbobala was swindled to Yaoundé. Madam, that was when your government made the biggest mistake, because when you come and touch the person that all the other Anglophones believe are the people who protect them, it means therefore that you've said that they cannot protect them and everybody should fight.
Mais barista, That is... attendez une seconde. Mais j'ai même failli oublier, parlant de ça, de cet intermède-là. Je me rappelle, j'étais sur ce plateau, M. Serge Adonto, quand il y avait des discussions entre le gouvernement de la République et donc les avocats anglophones et le consortium avocats enseignants. J'étais sur ce plateau avec Malice Doualabel. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit, ça c'est rien. On va résoudre, même pas la force. Okay. On en est où aujourd'hui? Dans un pays normal, vous auriez déjà remis votre tablier parce que vous avez échoué. J'espère que je vais avoir... Yes, I come back. Barista. Yes, I come back. So you see, that is a mentality they share with you. That lawyers are nobody. Because for you to sit and talk about lawyers as people who are not sincere, is an insult to lawyers that I cannot accept. You politicians are dishonest. Okay. Lawyers are not dishonest. We stand for the rule of law. And when we stood for the rule of law, you decided to beat lawyers. You decided to lock them up. And so the population feels that those who actually protect them were touched. And that's where we are today. And let me tell you, madam, tell them, federalism is the least Anglophones will take. All what they do, what kind of, how they call it, decentralization, spatial status, all those cannot work. I'm not threatening, I'm not talking, I'm threatening, but I'm telling you the truth about the situation. Me, I stand for federalism. There is almost virtually no Anglophone, if not 0.225, who will tell you that your so-called decentralization can sort them out. Okay. And so, madam, I want you to take with you today that lawyers are called my lord. Okay. Merci. Merci, Elle a fait partie des faucons. Oui, allez-y, honorable, allez-y. D'abord, je voudrais te dire que vraiment, là, tu m'as dépassé. Non. Parce que les gens qui me connaissent savent parfaitement que je ne suis pas quelqu'un de violent et que je ne peux pas tenir ce type de langage que tu viens de tenir. Je ne sais pas à quelle fin. Vous l'avez fait sur ce plateau, j'étais sur ce plateau. Non, alors retrouvez-moi la bande. Là déjà, vous commencez à prendre conscience. Non. Mais au départ, vous étiez arrogante, je relève, condescendante. Bon voilà, c'est ça qui est la Je relève simplement votre malhonnêteté. Non, à essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'ai des points de vue. Excusez-moi, monsieur Wafou, quand vous avez pris la parole, j'ai respecté votre temps de parole. Et maintenant, vous avez un argument fallacieux pour démontrer que j'ai dit qu'on va... Non, je ne suis pas de cette race, monsieur. Je ne suis pas. Non, ce n'est pas la même chose. Maintenant, les effets de manche de maître. Vous étiez dans une église de réveil à cette époque-là? Excusez-moi, monsieur Wafou. Monsieur le maire, permettez honorable d'aller jusqu'au bout. Oui. Je voudrais dire que les effets de manche que je viens de voir, avec des mises en garde qui m'ont un peu affecté, je me sens outragée. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit que quand ce problème, cette crise corporatiste a commencé, tout le monde savait où on allait. Et on a perdu du temps donc en gérant des problèmes corporatistes alors qu'il y avait le problème fondamental qu'il fallait tout de suite mettre sur la table. C'est ce que j'ai dit, monsieur. Mais c'est pas vrai. C'est vrai. Et ensuite, je vais vous dire, n'angélisez pas votre corps. Il y a aussi des avocats ripoux. C'est pas parce qu'on est avocat, on est my lord, qu'on ne défend pas des criminels. Vous savez très bien que dans votre corps, non, ne faites pas semblant d'être surpris. Ouais. Dans votre corps, vous savez très bien que comme dans tous les corps, il y a des personnes qui ne sont pas, qui ne portent pas le standard du métier comme ils doivent le porter. Deuxièmement, je voudrais vous dire également, quand vous dites que oui, un avocat est quelqu'un d'honnête, ce sont les hommes politiques. J'entends donc les Wafou qui effectivement racontent n'importe quoi. Et lui, Monsieur Wafou. Donc, lui, c'est bien plus poli. Quand un avocat devient donc un homme politique, il est quoi?
qui est devenu l'homme politique. Mais il y a plein d'avocats, même aux États-Unis. Les présidents, quand ils deviennent, attendez, il appelle le rouge, le noir, comme vous faites. Obama était quoi? Mais est-ce que Obama... Non, est-ce que Obama n'était pas un juriste? Mais est-ce qu'il ment? Oh mon Dieu. Bon, en tout cas, je préfère que c'est vis-à-vis s'il mente ou pas. Je dis simplement que vous avez fait une grossière erreur en essayant de me vendre votre corps comme un corps sain. Non, c'est un corps. Et il a ses qualités. Non, revenez dans le débat, madame. Ses défauts. Revenez dans le débat. Maintenant, je reviens dans le débat pour dire que c'est toujours une question de sincérité. Parce que quand vous entendez Emmanuel Kounié parler, du coup, tout de suite, il amène l'amalgame. On se pose la question de savoir comment nous allons sortir de cette crise atroce. Justement. Lui, il nous rappelle que ses camarades sont 140 au tribunal et tout. 124. 124. Parce que quoi? Parce que lui-même, quand il entre dans cette... C'est pas pour que la guerre finisse. C'est pour faire tomber Paul Biya. C'est-à-dire que dans cette guerre-là, chacun a son objectif. Et l'objectif des gens comme lui, c'est d'utiliser la crise pour montrer que le manque d'alternance est une cause suffisante pour qu'on leur cède la place pour qu'ils viennent s'asseoir. Ça ne se passera pas comme ça. Moi, j'aurais aimé... le Cameroun, vous l'avez créé. Hein. Non, ça ne se passera pas. Non, ton candidat ne sera pas président. On verra bien. Il ira aux urnes et il gagnera aux urnes. Vous n'avez pas d'urnes, vous êtes des tricheurs, des voleurs d'urnes. Nous allons... Non, Emmanuel Kounié. Mais des gens qui ramassent les urnes, chez vous, même pendant vos élections, les urnes sont des plafonds. Vous parlez de l'urne, Emmanuel les vôtres. Après, vous allez intervenir. Et pendant les vôtres, Emmanuel Kounié. Mais nous faisons alors, vous faites quoi? Laisse ça. Vous avez été battu parce que vous n'êtes ni organisé, non, restons dans le, donc, dans le nozo. Maintenant, dans le nozo, moi je pense que cette guerre-là, comme je disais, manque de sincérité. Tout le monde s'en mêle, mais personne ne s'en mêle pour qu'on sorte de la guerre. Comment ça? Tout le monde s'en mêle pour régler son petit problème à lui. Maintenant, si nous voulons sortir de la guerre, il est clair, et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message, il est clair que le maillon qui manque et que nous n'avons pas pu obtenir à cause de la non-tenue de la conférence générale anglophone, ce maillon manque. Parce que c'est le maillon de la vérité. Mais pourtant, le cardinal Christian Toumi, le président, le DFP à son âme, avait fait cette proposition. Et à l'époque, pendant qu'il vivait encore, honorable, allez-y donc. Comment sont les... Le maillon manquant. Et je dis la chose suivante. Cette conférence n'a pas eu lieu. Et j'ai eu la chance d'être invité par le cardinal. Parce que le cardinal a dit qu'il me suivait souvent sur les plateaux et que je ne lui faisais pas de cadeaux. Et il s'est dit qu'il aimerait bien m'expliquer quelle est sa vision à lui et pourquoi il va dans cette direction. Et il m'a donc invité chez lui et nous avons discuté. Et j'ai compris l'intérêt de cette rencontre. Mais cette rencontre n'aura pas lieu. Pourquoi? Pour différentes raisons. Les freins et les obstacles étaient multiples. Le gouvernement a dit il y a des problèmes sécuritaires, ils préfèrent qu'on n'organise pas un truc comme ça. Ça, c'était la raison du gouvernement. Mais en discutant avec le cardinal, il m'a dit qu'il y avait aussi des problèmes intrinsèques dans l'organisation, la reconnaissance et la légitimité des leaders qui étaient censés conduire cette rencontre, qui était extrêmement importante pour lui. Donc je dis, ok, on ne va pas, il n'y a pas de machine à remonter le temps. Ça existe seulement au cinéma. Donc on peut considérer que c'est passé, on n'a pas pu le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, je pensais donc que le Premier ministre était effectivement une ressource dédiée, qui avait le profil qui convient pour aller vers les uns et les autres. Seulement, le seul hic qu'il y a, c'est que là-bas, dans le NOZO, beaucoup, du fait de son statut dans le gouvernement, sa sincérité, entre guillemets, n'est pas acquise. Donc, en même temps, sur le plan personnel, il remplit toutes les conditions pour collecter cette information fondamentale, mais du fait de sa posture
dans le gouvernement, il y a des gens qui lui trouvent, il y a des soupçons qui ne facilitent pas sa tâche. Mais si nous... Non, je veux savoir, les soupçons... Mais les soupçons viennent d'où? Les soupçons viennent de qu'il y a une kyriade d'acteurs. Et tous ces acteurs-là ne pensent pas la même chose. Et certains parmi ces acteurs estiment que pour qu'il y ait quelqu'un qui joue ce rôle de pilote, il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas du gouvernement. Il y en a dans le gouvernement. Maintenant, je voulais chuter. Non, je voulais chuter. Je voulais chuter pour dire que quand je dis que le président Paul Biya a été sincère, c'est que lui, il a vendu ce qu'il a vendu dès le départ. Je vais aux élections, je veux gagner les élections. C'est pour que nous soyons dans un pays... unitaire. Non, décentralisé, unitaire, décentralisé. Lui, il a été clair, il l'a dit. Merci. Donc, on ne peut plus lui faire de procès par rapport à cela. Maintenant, il aurait fallu qu'en face, des politiques s'organisent pour qu'ils nous vendent autre chose. Emmanuel Couillon. Je voudrais dire ici que chaque fois que vous allez avoir ce raisonnement, vous pensez que vous pouvez choisir les représentants, c'est-à-dire les leaders, il y a quelqu'un qui choisit les leaders dans... Mais il y a quelqu'un qui gouverne ce pays. Mais les leaders, ça se passe. Chacun joue son rôle. Chacun doit avoir une base. Ces gens que vous nommez Premier ministre et ministre, personne ne les connaît là-bas. Ils n'ont été élus par personne. Donc vous choisissez les leaders. Et c'est la même chose. Quand les avocats sont pleins, vous avez dit, on va créer une section de la common law à l'ENA. Il vous a dit tout à l'heure qu'on ne vend pas l'école pour devenir magistrat dans la common law. C'est parmi les avocats. Oui, mais ça, c'est des débats. Vous faites une common law franco-chrétienne. Est-ce que ça justifie qu'on prenne un fusil? Mais quand quelqu'un prend... Non. Vous avez donc choisi votre common law. Non, ne prenez pas ce discours. Il n'est pas... Vous avez votre common law. Votre common law n'est pas la common law. Votre common law que vous avez fait, c'est la common law de francophone qui n'a rien à voir avec la common law. Les enfants que vous amenez à l'ENAM pour former comme les magistrats de la common law ne font pas la common law. Parce que la common law, on choisit les avocats qui ont gagné des procès, qui sont performants, et c'est eux qui deviennent des avocats. Donc c'est l'expérience au sujet. Maintenant, vous avez créé une autre section de la common law à la cour. Et c'est ça qui justifie la prise d'armes. Je voudrais donc vous dire que quand les gens prennent des armes, on ne justifie pas. On ne justifie pas. Merci. C'est des hors-la-loi. Merci Emmanuel. Oui, c'est des hors-la-loi. Merci Emmanuel Couillon. Voilà, merci, on va revenir. Oui, vous aurez la parole. Non, il aura la parole, là, honorable. Bonsoir, CD Communi ce soir. Bonsoir Jalan, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette attaque qui a été menée à l'entrée de la région du Nord-Ouest. Au moment où le Premier ministre foulait le sol de cette région en guerre depuis près de 4 ans, un cordon de sécurité s'est renforcé autour de lui, mais le Premier ministre a expérimenté le quotidien de ces populations. Le film de cette folle journée, nous en parlerons en exclusivité dans le journal de 20h. Nous parlerons aussi ce soir de cette politique 2 poids, 2 mesures entre ces militants du RDPC qui contestent des actes posés par leurs propres camarades parlementaires qui ne sont pas du tout inquiétés et d'autres Camerounais venant de l'opposition qui sont en prison depuis près d'1 an pour avoir émis une opinion politique. Comment en est-on arrivé à un tel apartheid politique? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous ferons également le point sur une situation qui concerne l'indemnisation des populations expropriées sur un site de construction d'une ligne de transport d'électricité produite à même valeur depuis de nombreuses années. Elles n'ont reçu aucune indemnisation. Que se passe-t-il? Enquête à suivre dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel donc du 20h qui vous sera présenté dans un instant, une fois de plus, par Cédric Noufélé. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, toujours avec nos 4 invités ce soir. Dans un instant donc, le 20h le plus attendu de la planète. Le 20h.